Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir pour ce nouveau numéro de Culture, l'autre regard, votre rendez-vous culturel qui, comme d'habitude, entrecroise les regards entre différentes disciplines artistiques et littéraires. Ce soir, nous allons causer histoire, puisque, comme le dit si bien Olivier Lecourt-Grandmaison, qui a écrit la postface de l'ouvrage qui nous intéresse ce soir, au moins depuis 2005, sinon avant, il y a une tentative patente de réhabiliter le colonialisme. Et quoi de plus pertinent, quoi de plus incisif en réponse à ces tentatives qu'une écriture de l'histoire qu'on pourrait qualifier entre guillemets par le bas, c'est-à-dire par ses acteurs et par ses témoins réels. Sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir de vous présenter ou de vous représenter, puisque sans doute vous le connaissez déjà, Aziz Mouat. Monsieur Mouat, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Plaisir est pour moi. Monsieur Mouat, vous êtes universitaire, agronome, journaliste, écrivain, essayiste. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment consacrés au théâtre, sur Tigdit. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage paru tout récemment, en 2021, aux éditions Al-Qubbiya, et qui s'intitule « Les galets de Sidi Ahmed », qui est une sorte d'hybride entre le récit, le roman et le témoignage. Et avant d'explorer plus avant cet ouvrage, j'aimerais d'emblée, pour commencer notre entretien, revenir à la genèse de cet ouvrage, à savoir une dédicace que vous vouliez mettre en tête de votre thèse de doctorat et qui vous a valu une certaine mésaventure. Oui, j'étais à l'université de Rennes et je bouclais ma thèse au bout de 4 années de travail acharné. Et on envoie la thèse à des correcteurs, à des experts qui vont l'expertiser, qui sont donc les futurs membres du jury. Et on choisit ceux qu'on connaît, c'est-à-dire les gens avec lesquels on a travaillé. Et il y avait parmi ces membres du jury quelqu'un qui était à Clermont-Ferrand, qui avait fait la guerre d'Algérie en Kabylie. Et moi, toute ma vie, elle est consacrée à cette guerre parce que je suis quand même un rescapé de massacres coloniaux, de massacres par l'armée française. Et donc je suis impacté jusqu'à ce jour par ce que j'ai vécu, ce que d'autres ont vécu et dont je suis témoin. Et je suis porteur d'une charge extraordinaire. Et donc j'ai mis en exergue, je dédie ce travail, j'élève une stèle à la mémoire des miens tombés pour la patrie. Et on envoie comme il se doit la thèse au correcteur, dans ce monsieur, et il nous renvoie une lettre à mon encadreur. Il vient me voir, il est furax, il est abattu. Il me dit « Qu'est-ce que vous avez fait encore? Qu'est-ce que c'est que ce machin ?» Il refuse de participer à votre jury, il vous reproche votre attachement au FLN ou au MNA, et il a demandé à l'université de refuser la soutenance de cette thèse. Évidemment, moi je prends ça sur le coup. Bon, ça ne m'a pas étonné en fait. Mais ça a été un déclencheur parce que je me suis dit, voilà, 40 ans, 45 ans après, la France qui a commis tant de crimes sur les biens, elle ne m'autorise même pas à écrire une exergue sur ma thèse parce que le travail de thèse, c'est un travail personnel. C'est pas, moi, je suis toujours un peu étonné par ce qu'écrivent mes étudiants, mais je n'ai jamais eu l'outrecuidance de leur dire de le changer. C'est le b.a.-ba même du respect du travail de l'autre. Et ça m'a valu beaucoup d'inimitiés et finalement il n'est pas venu à la soutenance. Et donc ça a déclenché chez moi cette réaction. Il fallait que la France n'allait pas nous lâcher, donc il fallait qu'on continue. Et c'est pourquoi ça a pris du temps, parce que c'est douloureux. Et j'ai fait une longue gestation. Oui, c'est une gestation dont on n'en sort jamais. Les souffrances de la guerre, c'est pour toujours. Certes, et c'est un récit qui s'articule un petit peu quelque part comme des nouvelles, puisque chaque chapitre porte une thématique particulière. Mais peut-être que le cœur de l'ouvrage, c'est ce long entretien que vous avez avec un ancien colon, oui. Roger Balestrieri. Très bien. Auquel vous allez rendre visite. Et c'est là où vous commencez en fait le récit par petites touches. Oui. Et puis c'est lors de cet entretien que l'ensemble du puzzle, entre guillemets, va se mettre en place.
et vous rembobinez avec lui tous les événements de l'offensive de l'insurrection du Nord constantinois, puisque les galets de Sidi Ahmed, ainsi que s'intitule votre ouvrage, fait référence au mausolée de Sidi Ahmed dans la région. Oui. Et donc, vous commencez par... D'abord, il faudrait peut-être présenter justement qui est Roger Balistrieri. Roger Balistrieri, c'était un voisin, c'était un colon qui avait beaucoup de terre, il avait 3 exploitations, chez qui la plupart des membres de ma tribu, parce que nous sommes mitoyens, allaient travailler pour des travaux saisonniers. Oui. Et donc on avait de très bonnes relations, il y avait beaucoup de respect entre nous. Bon, lui c'était le gros colon, nous étions les petits musulmans, les petits arabes du coin. Mais il y avait pas, on n'avait pas du tout cette... et ce 23 août 1955, quand l'armée française est venue encercler la Mechta, ils ont tout pris, ils ont pris le bétail, ils ont pris les hommes, ils ont pris des jeunes adolescents. Mes oncles avaient 14 et 15 ans, ils n'étaient pas les seuls, j'ai des cousins aussi qui avaient 14 et 15 ans. C'est pour vous dire que vraiment ils ont ratissé très large. Ils ont enlevé 23 personnes et jusqu'à ce jour, on ne sait même pas où ces personnes sont. Et une fois qu'ils ont détruit tout le village, parce qu'ils ont tout plastiqué, ils ont brûlé au napalm, et on était resté avec 86 entre femmes et enfants, tapis sous des oliviers. Le 23 août, il faisait une chaleur torride ce jour-là. On ne savait plus où aller ni quoi faire, et on était resté là parce qu'on savait que le malheur était tombé sur nous. Mais on attendait, pratiquement on n'attendait plus rien parce que c'était fini. Et vers 13h, 13h40, on va arriver ce colon avec 2 Algériens, qui étaient des ouvriers qui travaillaient chez lui. L'un avait apporté un sac de pain et l'autre avait apporté 2 gargoulettes, c'est des grosses cruches d'eau fraîche, et il était venu à notre secours. Sur le coup, moi je découvrais, tout le monde découvrait, et puis les femmes se sont rapprochées de lui, puis ils lui ont dit voilà, nous on ne sait plus quoi faire. On n'a plus de toi, on n'a plus de nos hommes, on a tout perdu. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et il a dit bon voilà, là vous ne pouvez pas venir tout de suite parce que les autres colons ils vont me voir. L'armée française venait de vous brûler, donc vous êtes des victimes et des ennemis de la France. C'était évident, donc j'en ai pas courir le risque, mais attendez la tombée de la nuit et je vais vous héberger chez moi en attendant qu'à Dieu ne plaise, on puisse trouver une solution. Et donc c'est lui qui est venu nous chercher, on est rentré le soir, on a dormi dans une vieille masure, une vieille étable, il avait mis du foin tout neuf, tout frais, c'était la première fois pour moi que je dormais, pas que pour moi, pour toute la famille, on a dormi sur du foin, mais on était déjà protégés, donc on savait. Et c'est lui et sa femme qui nous ont plus tard inscrits à l'école. Oui. Ils se sont arrangés pour nous inscrire à l'école. Et donc, il y avait pratiquement 35 ou 36 garçons ou filles qui ont traîné les pieds. Moi, j'ai fait héberger chez mon grand-père pendant 3 ans ou 4 ans. Et puis, bon, en 1959, on est enfin inscrit à l'école et on va à l'école. Et il est évident que il fallait lui rendre cet hommage. Et personne n'a jamais pensé à aller le revoir. Et il se trouve qu'il y avait 2 cousins, oui, il y avait 2 cousins qui passaient tous les jours devant la maison, qui n'ont pas osé aller le voir. Et quand je suis allé faire des dosages pas très loin de Grenoble à Lyon dans un hôpital, j'ai cherché son numéro de téléphone sur l'annuaire, donc j'ai parcouru pratiquement 38 bottins. Quand j'avais du temps, j'allais chercher son numéro de téléphone parce que personne ne voulait me donner. Quand je l'ai trouvé, je l'ai appelé au téléphone. Il me dit, j'en reviens pas, mais tu viens à la maison. Et je vais chez lui. Donc on a fait 3 rencontres et on a discuté de tout parce que moi j'avais des choses à éclaircir et lui avait des choses à éclaircir. Oui, vous avez un petit peu confronté vos visions. Ah oui, on a confronté et puis quelle ne fut sa surprise. D'abord que je sache autant de choses. Oui. Là, il était surpris parce que je lui donnais des détails, vraiment des détails très précis. C'est des choses qui m'ont marqué, donc je m'en souvenais parfaitement. Et il y a un moment où il y a quelqu'un qui se fait tuer par erreur, parce que ce n'était pas lui qui était visé. Oui. Et moi, un jour, en rentrant, à 20 ans, en rentrant de Moustaganem vers Skikda,
pour les fêtes de l'Aïd, je croise un jeune homme qui avait 30 ou 35 ans dans le train 38 ans, oui. et je discute avec lui, comme je discute avec tout le monde, parce que le train, bon, c'est pas les trains de maintenant, donc ça mettait un temps fou, on mettait 24 heures pour arriver, donc il fallait bien évidemment engager la discussion. Meublé. Et j'engage la discussion et je remarquais, il avait une coupe de cheveux qui était un peu... et je lui dis, il était habillé en civil, je lui dis, mais vous êtes militaire? Il me dit, oui, je suis militaire. Et vous êtes où? Il me dit, je suis à Belabès. Mais vous allez où? Il me dit, je vais à Skikda. Mais où? Il me dit, je vais à Saint-Charles. Ah ben, vous connaissez un tel, un tel. Et de fil en aiguille, il se trouve que lui était moudjahid dans la région. Et quand je lui ai cité le nom de ma mère, il a dit, eh, mais je la connais. Oui, puisque votre mère Kahia, on va y revenir, Oui. c'était la responsable de l'approvisionnement du FLN dans la région. Absolument, absolument. Et donc, et tout de suite, je lui ai dit, mais il y a un truc que vous avez fait qu'il ne fallait pas faire. Il me dit, c'est quoi? Je lui ai dit, il y a un jour, il y a quelqu'un qui vous avez tué tel colon, mais ce n'était pas lui qu'il fallait tuer, c'est l'autre, c'est son beau-frère, c'est André, c'est pas Jean. C'est pas Jean, oui. Et le gars, il me regarde, il me dit, tu connais cette histoire? Oui, je la connais très bien, cette histoire, puisque on était à côté, on l'a vu, et on a presque assisté, et puis il est retombé par la suite. Parce que j'ai le mari de ma tante et son frère qui travaillaient comme métayer chez ce Oui, ce les colon, frères Khalfa, oui. les frères Khalfa, qui vont se faire zigouiller, qui vont se faire tuer En représailles. en représailles, gratuitement, alors qu'ils n'avaient rien à faire dans cette histoire. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Donc, Et qui le savent d'avance. Hein. Ah oui, Il y a oui. cette scène saisissante où Oui. l'aîné, Brahim Khalfa, ah oui, va, oui.
Oui. va confier de l'argent Absolument. Al-Hajj al-Bnadi, moi j'étais là présent. en lui disant c'est pour les enfants. Il Oui. pressent Ah que oui, c'est oui, sur lui que ah va oui, tomber oui. la loi Ah du oui. talion. Et ça Enfin, personne. du talion avec Oui, deux pour une personne. Absolument. Et ça, personne ne le savait. Il n'y a que moi, Jean Balistreri, qui est le vieux père de Roger, et le Hajj al-Mnadi. On n'était que trois. Et comme je suis un grand fouineur, et ça continue, je vous rassure, donc comme on avait entendu le coup de feu, parce qu'on était sortis, moi je sors, j'essaie de voir, c'est une grande ferme, et je vois le vieux Roger, le père de Roger qui arrive, et je vois le Hajj al-Mnadi qui sort, ils sont dehors, et puis je vois arriver celui qui devait être tué par le FLN, c'est-à-dire André Iacono, et Brahim, le mari de ma tante, qui va se faire tuer parce qu'on l'a soupçonné ou en représailles. Et je les vois arriver, je suis là à 2 pas, et j'entends toute la discussion. Et vous vivez ce drame de manière encore plus tragique, Oui. puisque d'ailleurs vous avez cette phrase saisissante avec Roger, vous lui dites même devant la mort nous n'étions pas égaux, puisque pendant que le colon se faisait inhumer Oui. avec les honneurs Oui. et les fleurs, Oui. Oui. les cadavres des deux frères ont été abandonnés, Ils ont été abandonnés. sans sépulture, Oui. et puis à un moment donné les hyènes, Oui, absolument. les charognards vont commencer à les déchiqueter, Elles et ont- c'est vous qui faites la collecte, En fait, vous et Nouaria. le Hajja Nouaria, qui était une femme très connue d'ailleurs à Skikda, tout le monde la connaît, Shaïba comme on l'appelait, parce qu'elle avait déjà les cheveux grisonnants. C'était un peu la marâtre de la tribu. Oui. Un jour, on est passé 3 jours après qu'ils les aient abattus, parce on les a vus passer. Ils les ont abattus sur le sentier qui mène à nos terres, et nous, on avait le droit d'aller dans les terres 2 fois par semaine, c'est-à-dire le jeudi après-midi et le samedi, parce que c'est les jours où les enfants n'allaient pas à l'école, et donc on accompagnait nos mères, parce que c'est nous en fait qui travaillions la terre, Oui. et on cultivait, c'était nos terres, on cultivait, mais on avait l'autorisation de l'armée, Oui. et il fallait respecter les horaires, et donc on passe devant les cadavres le 3e jour, et je les ai vus, les 2 frères, ils étaient là, allongés. Je les connais, je vous dis, c'est le mari de ma tante, donc je passais chez eux régulièrement, et puis c'est son jeune frère. Et on retourne la semaine d'après, et les cadavres avaient complètement changé ils avaient enflé, ils avaient noirci, et au bout de la 3e semaine, on est revenu, il n'y avait plus de cadavres, il n'y avait que des lambeaux comme ça, et c'est une autre vieille de la famille qui vient me ramener un os en me disant, voilà, moi, elle ne savait même pas où ils étaient, parce qu'on ne va pas dans les territoires les uns des autres, et c'est comme ça qu'on a découvert que les animaux, et surtout les hyènes, avaient dispersé un peu les ossements, et avec Shaïba, on a décidé de les enterrer. Voilà. Et c'est vous-même qui faites Oui. la Oui. collecte, vous essayez de retrouver Oui. tant bien que mal. Et ce qui est terrible, c'est que vous ne retrouvez pas tout. Oui. Il y a la tête qui manque, il y a des vertèbres, et on fait son anatomie sur des cadavres de Moudjahidine. C'est son premier cours d'anatomie, c'est terrible, parce que vous ramassez comme ça, c'est... Oui, j'imagine. Et dans l'entretien avec Roger Balistreri, Oui, on découvre un petit peu la genèse de cette solidarité avec Oui. les Algériens. oui, C'est que lui-même, au départ, avait un rapport assez distant avec les colonisés, avec oui, les Algériens. oui, Il ne voyait en eux, de sa propre formulation, Oui. que des travailleurs. Hein. absolument. oui, Il ne voyait oui, que... oui, C'est-à-dire, oui. pour lui, le colonisé et l'outil, la charrue, c'est à peu près la même chose. C'est exactement Voilà, ça. pour ne pas oui. dire la bête de Oui, somme. oui. Et le déclic va se produire lorsque il va apprendre le drame Oui, de son compagnon d'armes, oui, absolument. Hemlaoui Bousfsaf. Absolument, oui. Oui. Qui était avec lui, ils ont fait la campagne d'Italie, la Seconde Guerre mondiale. Et Ils dorment ensemble dans le même ensemble, trou, dans le même tranchée. il me disait, tous les soirs, on a creusé le trou ensemble pour se protéger. Et donc, c'était pratiquement 2 ans de combat au front, ensemble. Il y a eu beaucoup d'amitiés qui s'étaient liées. Et puis, le 8 mai 1945, ils entendent un peu les informations. Ils disent, bon, il y a des choses en Algérie, dans la région de Sétif, mais ils n'ont pas plus d'informations. Et Hemlaoui, sa famille est originaire de Sétif, donc il s'inquiète et puis il va demander une permission. Et l'officier lui refuse la permission. Et il revient vers Roger, lui dit, Roger, j'ai plus de nouvelles, je ne sais pas ce qui s'est passé, je dois absolument
y, y aller et Roger va intervenir. Il a quand même de l'autorité parce que c'est quand même quelqu'un, d'abord il est gradé, et il va intervenir auprès de l'officier qui lui donne une permission et il rentre. Il fait tout le trajet, il rentre par Skikda. Même Hamlaoui lui-même s'est distingué hein, par de hauts faits d'armes. Absolument, oui, il était redoutable. Roger, il en disait, mais alors il était épaté par son courage, par son amitié, parce que vraiment, c'est dans la guerre qu'ils se sont trouvés beaucoup d'affinités. Oui, puis il lui a sauvé la vie, il l'a porté sur 30 km. Absolument, absolument. Il en parlait comme si c'était son propre fils. Il me disait, pour moi, Hamlaoui, c'était mon double, c'était moi-même, Et comme il ne le voyait pas revenir, Hamlaoui, entre-temps, lui envoie une lettre en lui disant, voilà, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, je ne sais pas... Oui, on ne le laisse pas accéder à la ferme de sa famille. On interdit d'arriver à la ferme familiale. Et en plus, il était passé à Marseille, il avait acheté des trucs. Et entre-temps, il a eu un fils qui est né, et il avait acheté des trucs. Oui, durant son absence, oui. Et quand il arrive, il lui restait quoi, 2 ou 3 kilomètres pour arriver à la ferme. Les gendarmes lui disent non, vous ne pouvez pas y aller, c'est interdit. Mais il lui dit mais comment c'est interdit? Moi je suis un soldat français, j'ai ma tenue, je viens du front, j'ai combattu pour la France et là chez moi en Algérie je ne peux pas rejoindre ma famille. On lui dit non, c'est interdit, il faut aller voir les supérieurs. Il va à la brigade de gendarmerie, le brigadier le reçoit à peine sur le perron de la porte en lui disant de toute façon je ne peux rien faire pour vous, il faut aller voir le commandant de la place à Sétif. Il va voir le commandant de la place, il lui dit écoutez-moi, je ne peux rien vous dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, il comprend, franchement, c'est le taxieur qui lui dit il y a eu tellement de choses. Et puis il finit par apprendre que toute sa famille a été tuée, y compris son nourrisson. Oui. Y compris son nourrisson. Et quand Roger va le chercher, il n'arrive pas à le retrouver, donc il va demander à des gens. Et puis finalement, il finit par trouver quelqu'un qu'il connaît, qui lui dit je vais essayer de le contacter, parce qu'il a disparu de la circulation. Et il se voit, et Roger, il essaye quand même de le raisonner, mais il lui dit non, c'est fini. Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là... c'est fini, c'est un autre choix. Je ne peux plus faire confiance à la France, c'est fini. Oui, d'ailleurs, Hamlaoui Boussoussa va être l'un des premiers à rejoindre... Oui, il va monter au maquis, il va d'abord se cacher, puis après il va devenir un des moudjahidines qui va... faire partie de l'armée de libération nationale le 1er novembre 1954. Oui, et parmi les victimes de la répression sauvage, il y a aussi, vous parlez aussi des crucifiés de Jindel. Ah. Alors ce chapitre, il est particulièrement... Vous savez, le rapport que j'ai à l'histoire, c'est un peu mon histoire personnelle. Certes, oui. Je cherche des cadavres. D'abord, je cherche des miens. Et je trouve les autres. Oui. Et cette écriture de l'histoire, elle n'a pas fait, comment dirais-je, elle n'a pas donné toute sa part à ceux, les anonymes, qui sont... On oublie que l'insurrection du 20 août 1955, elle a été décidée pour soulager d'abord les maquis de la Kabylie et de l'Aurès. Oui. Zirou Youssef qui l'a décidé, il a dit on ne peut pas laisser nos frères souffrir tout seuls parce qu'ils étaient sous état de siège. C'était les 2 seules régions qui étaient sous état de siège depuis le 1er novembre. Et donc il décide de lancer cette offensive. Et il a aussi, pour desserrer les taux. Il a aussi pris la décision qui est à mon avis capitale, c'est de faire participer effectivement la population à la fameuse phrase qu'on attribue à juste titre à l'Arbi Ben Mehdi. Zirou Youssef l'a pratiqué sur le terrain. Et quand j'avais fini, et d'ailleurs mon post-préfacier, le cours Grand Maison et Ibrahim Zeddour, sont eux-mêmes étonnés quand je leur parle de ce chapitre sur Jindel. Parce qu'il ne figurait pas dans la première version. Lorsque je leur ai remis le manuscrit pour travailler dessus, c'est un ami dans les réseaux sociaux qui un matin, parce qu'il lisait, je publie toujours des petits passages comme ça. Oui, je sais, oui. Et qui me sort un truc, il me dit, voilà, Jindel, il y a eu un tel... Et je commence à enquêter en commençant par lui. Je lui dis, c'est un médecin généraliste, Khadraoui Abdelhamid. Et je lui dis, bon, c'est son oncle et son cousin.
qui ont organisé le... Mais c'est un petit village. Jendel, c'est complètement excentré. Vous avez la grande route, vous avez l'autoroute, vous passez par Annaba, Harrouch, Azaba, Jobab, mais vous ne passez pas à Jendel. Il n'y a pas un Algérien sur 1 milliard qui passe à Jendel, sauf s'il habite là-bas. C'est-à-dire que c'est un truc complètement excentré. Alors, on dit l'insurrection du Nord constantinois, elle a permis à la révolution, et c'est tous les historiens qui sont d'accord. Certes. Mais c'est Jendel, ils y ont participé aussi. Mais personne ne parle de Jendel. Et quand j'apprends ce qui s'est passé à Jendel, je rentre en transe. Un de mes anciens camarades de l'État de Mostaganem, dont le père fait partie justement des insurgés, et lui a été crucifié, parce que le jour de l'insurrection, le jour du 20 août, ils sont rentrés dans le village, il y a eu 4 victimes européennes, et lui a été pris, c'est le premier qui a été pris. Il est fusillé, il est crucifié devant la porte de sa maison. Et je vais faire ce décompte macabre en disant, il y a eu combien de morts dans cette affaire, il y a eu combien de martyrs. Ouais. Et je m'aperçois que personne ne sait combien de martyrs il y a eu à Jendel. Et je demande à ce jeune homme, je lui dis, Msaoud, va me prendre les photos, il y a des plaques, il faut regarder. Il lui-même va prendre des photos. Son cousin Abdelhamid Khadraoui va prendre des photos, on m'envoie les photos, je fais le décompte. C'est écrit avec de la peinture, donc je transcris de l'arabe au français. Et j'appelle le gars, je lui dis, Msaoud, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il me dit, c'est quoi? Je dis, même ton père, il ne figure pas sur la liste. Lui-même ne savait pas que son père ne figurait pas sur la liste. Et donc ce lien, ce rapport qu'on a à la mémoire, même pas capable d'écrire les noms de ce petit village, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que cette amnésie qui est là, et puis son propre, je dis le nom de ton père, je prends Hamid Khadraoui, je dis ton oncle, qui est le principal organisateur de l'insurrection à Jendelville, il ne figure pas sur la liste des... Il y a un problème, on a un problème avec notre mémoire. D'où l'intérêt aussi de ces précieux témoignages. Vous-même, vous êtes un témoin privilégié, peut-être que je ne l'ai pas suffisamment mentionné, c'est que toute votre famille est partie prenante de la Révolution et notamment en ce qui concerne la région de l'insurrection du 20 août 55, oui. Avec notamment votre oncle Liazid, oui. Qui est éminemment connu dans la région. Oui. Votre père aussi, Laïd. Votre mère Kéria qui fait partie du service... Parce qu'elle est la sœur de Liazid et comme il y avait personne, c'est elle qu'on a contactée pour lui dire tu es la sœur de Liazid, de toute façon tu es fiché, donc elle ne pouvait pas faire autrement. Voilà, c'est votre maison qui a abrité... Oui, absolument, absolument, qui a abrité, c'est nous, c'est moi-même et mes cousins qui allons acheter. Toutes les semaines, on avait une liste écrite en arabe. Donc j'allais chez le garçon d'écurie qui, lui, lisait l'arabe. Pour me traduire en français parce que moi je ne lisais pas l'arabe. Donc on allait acheter les provisions qu'on nous commandait pour le maquis pendant les 7 ans de guerre pratiquement. C'est par petits lots qu'on ramenait et puis on l'a fait de bonne guerre parce que de toutes les façons nous on n'avait plus rien à perdre. Hein. Oui, et donc vous reconstituez, c'est vraiment un travail d'investigation où le journaliste point derrière le récit mémoriel. Oui. Notamment, vous parlez de la trahison dont a été victime votre oncle, Yazid. Oui. Oui. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Fusillé voilà. C'est terrible découvert, parce que le jour... Quand ma mère et toute la famille est allée s'abriter chez Roger Balestrieri, mon grand-père, qui était resté encore en haut à la montagne, avait dit à ma mère, ce garçon, je te le prends. Ça te fera une bouche en moins à nourrir. À votre sujet? À mon sujet. Comme j'étais l'aîné, donc il m'a pris avec lui à la montagne. Et donc j'arrive à la montagne. On venait de sortir d'une attaque de l'armée française avec toute son armada, avec ses tenues bariolées, avec ses grands fusils mitrailleurs et tout. C'est très impressionnant. J'imagine. Oui. Pour un garçon, c'est très impressionnant. Oui, vous aviez 9 ans à l'époque. À l'époque, j'avais 5 ans et demi. 5 ans et demi, et ensuite, oui. J'avais donc... j'arrive à la montagne chez mon grand-père et je trouve cet oncle, l'oncle Yazid, qui lui était responsable de l'armée de libération nationale. La dichotomie, elle est extraordinaire. Il y a d'un côté une armée qui vient vous détruire tout ce que vous avez bâti, et de l'autre côté, vous aviez une armée nationale qui était faite d'Algériens, de votre oncle, de vos cousins, de vos voisins, et que vous voyez, on les voyait en plein jour.
C'est ce même Yazid d'ailleurs qui va empêcher la liquidation, puisqu'il y avait, Ah oui, il y avait un plan bien tracé, c'était d'attaquer la gendarmerie, absolument, récupérer les absolument, armes, etc. absolument. Et donc sur le chemin, il rencontre... La famille Messina, avec la femme et les 3 enfants, parce qu'il y avait 2 colonnes qui descendaient vers la ville. Yazid avait la colonne qui passait sur la cime de la montagne, et les autres avaient emprunté la route qui mène de la prise d'eau de Sidi Ahmed jusqu'à Skikda. Et donc, mais c'était la grande foule sur la route. Hein. C'est vraiment les rapports, même les rapports des renseignements généraux français parlent de 4000 à 5000 insurgés, ce qui est absolument énorme. Et c'est là l'Abqari, le génie de Zéro Youssef, c'est d'avoir mobilisé, de les avoir amenés, et personne n'a jamais rien su. Même quand Osarès fanfaronne en disant on avait, ils n'avaient rien du tout. Ils avaient infiltré la ville avec très peu de fusils, mais ils avaient infiltré la ville. Il y a eu au moins 7000 paysans encadrés par 30, 40, 50 moudjahidines qui avaient des armes. Mais tous les autres, ils avaient que des serpes, que des outils agraires. Et ils avaient une foi inébranlable. Il fallait les voir sortir de la forêt. La ilaha illallah, jihad fi sabilillah. Et donc c'est toute cette force-là qui a pris d'assaut la ville et qui a complètement bouleversé. Et dans cette insurrection, le colon qui se sauve avec ses enfants de la colonne d'en bas, il se retrouve en face à face, nez à nez, avec la colonne de Yazid. Et là, les moudjahidines lui disent, ben voilà, c'est des Français, on nous a donné ordre de les tuer, on va les tuer. Il leur dit, non, ceux-là, il ne faut pas les tuer. Et on lui dit, pourquoi? Il dit, il ne faut pas les tuer parce que ce ne sont pas eux des colons, ce ne sont que des métayers. Donc il les a épargnés. Et vous ne vous rendez pas compte que c'est ce même Messina. Le jour où, autour de Roger Balestriri, tous les colons du Beni Mellek ont signé une pétition pour demander à ce qu'on restitue les hommes qu'ils ont pris. Oui, à l'initiative d'ailleurs de Balestriri. Messina, non seulement il est allé dénoncer Yazid en disant c'est lui, donc c'est sa famille, c'est les Mouats qui sont responsables de l'insurrection. J'ai vu les Félagas manger chez eux, j'ai entendu les yoyos de leurs femmes, c'est eux qui sont responsables. Alors que Yazid, 24 heures auparavant, il avait épargné lui et ses enfants. Et ça aussi, c'est des attitudes qui sont totalement incompréhensibles. Il aurait pu au moins se taire. Et Roger Balestriri m'a assuré qu'il est allé le voir 2 fois. Il lui a dit, il n'est pas question, je ne signerai pas. Ce sont des Félagas, ce sont des sauvages, ils méritent la mort. Oui, d'ailleurs, Balestriri explique aussi qu'il a été exaspéré, enfin que Messina a été exaspéré justement par les youyous des femmes. Ah oui, oui. Et que cette communion justement dans la... C'est une ambiance qu'on ne refera jamais. On ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur des combattants. On ne se rend pas compte. Quand on est sur le... Et puis Sidi Ahmed de la vallée, c'est encastré, donc ça vous renvoie les échos. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que là, on est dans la communion, la vraie communion entre le peuple et son armée. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est des images que je ne peux pas oublier. Je ne pouvais pas oublier ces images-là. Autre tribut aussi très lourd que vous payez à la guerre à la Révolution, un autre Mouet, non moins héroïque, Ahmed Mouet, oui, qui va être oui. deux fois torturé. Absolument. Il est mort 2 fois. Voilà. Il est mort 2 fois. La première fois, La première fois, lui, c'est carrément une résurrection. Oui, oui, ça c'est aussi... lui aussi est arrivé comme ça dans le feu de l'action, parce que j'essaye un peu de restituer un peu la mémoire de toute la région. Et si j'avais du temps, je serais allé, parce qu'il y a au moins 40 douars qui sont concernés, où il y a eu vraiment de l'insurrection populaire, parce que c'est le terme générique, c'est ça qui est très important. Parce qu'on a démontré un peu à tout le monde que c'était une vraie révolution populaire. Ce n'était pas des insurgés ou des félagas, comme on disait, ou des escarmouches. C'était une vraie révolution. Elle a commencé le 1er novembre 1954 et je pense qu'elle a atteint son apothéose le 20 août 1955 parce que la question algérienne a été inscrite à l'ONU pour la première fois. Il y a eu un autre phénomène international extraordinaire. Le roi du Maroc qui avait été déporté à Madagascar le 20 août 1953, quand il a eu l'information de l'insurrection du Nord constantinois, oui. Il y avait aussi la même insurrection parce qu'il y avait une coordination entre le FNL et l'Istiqlal à l'époque, à Ain Zam au Maroc et puis en Tunisie. Quand il a eu vent de l'insurrection et du nombre de victimes, il avait déclaré à son entourage
Maintenant, je sais que je vais retrouver mon trône. Et le Maroc sera libre. Le 1er octobre 1955, c'est-à-dire 42 jours après l'insurrection du 20 août, Ben Arfa, qui était un peu le potiche de l'IOT, de l'armée française, qui a remplacé le roi, a déposé sa démission, il a abdiqué. Et donc il ouvrait la voie, évidemment, au sultan Mohammed V. Et le 16 novembre 1955, le roi Mohammed V retrouve son trône. Oui, d'ailleurs, l'impact international, notamment sur les autres pays colonisés, est très connu en ce qui concerne. Pour le Maroc, ça a été immédiat. Oui. Le roi Mohammed, et en plus, je voudrais ajouter juste une anecdote, parce qu'elle est pratiquement pas connue. L'Akhdar Ben Toubal, l'adjoint de Zéro Youssef en 1955, qui était l'un des participants au congrès de la Soumam, parce que c'est la seule wilaya qui avait 2 représentants. Oui. Et dans ses mémoires, dont j'ai une copie qui ne sont pas éditées, après l'indépendance, le roi du Maroc est mort en 61, Mohammed V est mort en 61, Hassan II qui l'a remplacé. Après l'indépendance de l'Algérie, il a invité un haut responsable de l'insurrection du 20 août 1955 du Nord constantinois, et il l'a décoré de la plus haute distinction du royaume du Maroc. Tout ça en reconnaissance de ce qu'a été l'impact de l'insurrection sur la libération du Maroc. Et donc on parlait d'Ahmed Mouat qui va expliquer, ses frères vont tenter tant bien que mal d'expliquer à leur père que, comme un petit peu l'indique le titre du chapitre, que la moisson n'aura pas lieu. Ah oui, puisqu'il va ramener une moissonneuse batteuse, c'est tout un événement. Une batteuse plutôt, oui. C'était on moissonnait à la serpe et à la faucille. Et on louait, parce que c'est une grosse machine, on louait la batteuse. Et il faut toujours négocier. C'est un timing très serré. C'est un timing très serré parce qu'il faut qu'elle tourne, qu'elle ne se déplace pas beaucoup. Et donc leur père avait programmé que ce samedi-là, la batteuse allait arriver. Et il essaye de réunir ses enfants parce qu'il faut l'alimenter. Et il ne trouve personne pratiquement, sauf son jeune fils, qui est encore vivant d'ailleurs. C'est lui qui me racontait un peu cette histoire. Et c'est que le soir que son fils aîné et les cousins, qui normalement participent justement à cette opération, vont faire l'insurrection, ils vont faire le coup, bien évidemment, ils vont tous se réfugier dans le maquis, ils vont se perdre dans la nature, parce qu'il y a eu après les représailles et tout. Et son fils Ahmed, lui, il est blessé, il est vraiment amoché, on le prend pour mort. Et c'est la protection civile qui l'emmène à la morgue de l'hôpital. Il est torturé à mort. Il est torturé à mort, on le déclare mort. Il était mort et on n'en parle plus. Et sa mère a fait son deuil. Ce fils-là était mort. Et au bout d'un certain temps, voilà qu'à l'hôpital, 15 jours plus tard, il reprend ses forces. Il a toujours gardé sa chemise maculée de sang. Il passe dans le quartier arabe de Skikda. Il y a des gens qu'il connaît, c'est des commerçants. Et le commerçant, il lui dit, qu'est-ce que tu ne vas pas rentrer comme ça, ils vont te remarquer. Parce qu'il s'est taillé de l'hôpital, mais il a gardé sa chemise. Alors il a changé de chemise et il vient au village. Et au moment où il arrive au village, il y a la moissonneuse-batteuse qui est en train de s'activer. Et tout le monde le regarde ébahi, c'est pas possible, c'est Ahmed qui revient. Et 15 jours plus tard, il remonte au maquis, il se fait encore une fois, et là aussi il y a trahison, parce qu'il passait la nuit dans une grange, et on ne comprend pas pourquoi, ce jour-là, la grange est encerclée par l'armée française. Et sa mère qui entend les crépitements des armes, qui entend les bruits, elle va courir et elle va trouver son fils qui était encore en train de se faire torturer, mais vraiment à mort. En plus, après, il est emporté, on l'emmène au barrage de Zerdaza, qui était un centre justement de torture et un centre d'enfouissement aussi, de fosse commune, et il est tué. Donc il est mort 2 fois. Et son retour de l'hôpital est absolument ahurissant, parce qu'il a une très belle chemise, et l'autre chemise, il a été obligé de la cacher. Et ça aussi, c'est des drames qui sont arrivés. Moi, j'en ai rencontré parce que j'écris aussi sur ce qui s'est passé dans le Waïla 4, dans la région de Cherchel, dans la région du Dahra, dans la région de Mascara. On a comme ça des exemples, mais alors à n'en plus finir, franchement. Oui. D'ailleurs, il y a aussi, vous mentionnez l'exemple
des parents au sens large d'un autre académicien, d'un autre universitaire. Oui, Ibrahim Snoussi. Les frères Snoussi aussi. Oui. Traînés. Oui, alors les frères Snoussi, c'est moi qui l'ai emmené sur leur ferme. Parce que je voulais savoir. Lui, il était enseignant à Orsay, avec ses enfants, avec sa femme. Et il vient que pour les vacances. Et donc il était revenu pour les vacances d'hiver. J'ai un ami Snoussi Ouden qui est à Mostaganem. Je lui dis, bon, on appelle Brahim, on va aller voir leur ferme. J'ai envie d'aller visiter un peu parce qu'on en parle, on ne les a jamais vus. Parce qu'il faut dire qu'au niveau de Mascara, il y a eu quelque chose aussi d'extraordinaire. Les policiers algériens, musulmans, 17, qui viennent de pratiquement toute l'Algérie. D'ailleurs, leur chef, c'est un Berkane, c'est un gars qui vient de la vallée de la Soumam. Donc, ils ont tous collaboré avec le FLN. Et c'est un de ces officiers, c'est le père de Brahim, qui a donné l'information à Saliha Ould Qabliya, qui était ici à Alger, étudiante en médecine, qui a rejoint le maquis, qui l'a informé qu'il avait lu un message des renseignements généraux, comme quoi elle était recherchée. Donc c'est lui qui l'a informé. Donc, ce complot est découvert. Le père de Brahim Snoussi, on ne sait toujours pas où est son corps. Par contre, son grand-oncle et son grand-père sont restés à la ferme. Et les soldats sont venus. Ils les ont enfermés dans le silo pendant 4 jours. Et ils ont réussi à sortir vivants. Quand les militaires ils les ont vus, ils les ont repris à ce moment-là, ils les ont attachés derrière leur jeep et ils ont fait faire le tour de Ris et de Tirennif. Ils ont été complètement décharnés et on les a remis. Et c'est lorsque je suis retourné le 1er janvier 2015 avec Brahim Snoussi, on a cherché le village, il ne connaissait pas, et on est arrivé sur les ruines, on a trouvé son cousin, on a commencé à discuter, puis je voyais que des murs et des amas de terre. Nous sommes en 2015, c'est-à-dire 40 ans après ou 45 ans après. Et je lui dis, Brahim, il n'y a même pas une plaque pour ton oncle et ton père et ton grand-oncle, ton grand-père et ton grand-oncle. Il n'y a même pas une plaque commémorative. Et c'est toujours ce lien à la mémoire. Je crois que c'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire. Et j'avais écrit un texte que j'ai publié sur mon blog pour me libérer. Parce qu'on ne comprend pas comment on a ce rapport, cette pudeur. Elle est valable dans toute l'Algérie. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Nadia Ouamran, qui est la fille du colonel Ouamran, que je salue, qui ne parle jamais de ce qu'a fait son père. On se retrouve, on discute, on parle mais on ne parle jamais. On a cette pudeur et tous les Algériens, quand il y a quelqu'un qui est un combattant, qui est un moudjahid, qui est un shahid, qui est un responsable politique, on a de la pudeur et on ne veut pas en parler. Donc il faut bien que quelqu'un se dévoue. Je vous assure que pour moi, c'était très difficile. Et c'est toujours avec une très grande douleur que j'essaie de restituer un peu ce vécu. Brahim Snoussi, je me tourne vers lui, je lui dis, mais tu m'en as jamais parlé. On n'en a jamais parlé. Moi, c'est quand on a eu, je vais vous tendre une perche, quand on a eu la polémique sur justement le film, le documentaire qu'avait tourné Jean-Pierre Ledo, quand on a eu cette polémique, il y avait ce jour-là, quand c'est sorti sur le Soir d'Algérie, un colloque en hommage à Mohamed Harbi, à Oran, par Snoussi, un immense universitaire, Hawari Snoussi, un grand monsieur. Et bien évidemment, je faisais partie du parterre des gens qui étaient invités. Donc, mais j'arrive de Mostaganem, j'arrive un peu en retard, je salue un peu tout le monde, et puis je m'assieds tout calmement à côté de Claudine Chollet, elle était encore de ce monde. Allah yarhamha. Et entre nous, il y avait Mohamed Harbi, donc j'étais là. Et puis, il y a le téléphone qui sonne, je sors dans le couloir de l'hôtel, et c'est un ami qui m'appelle de Sétif, qui a fait ses études à l'ITA avec moi, donc on se connaissait depuis 45 ans. Il venait de lire l'article concernant justement le film documentaire de Jean-Pierre Ledo, et il me dit, Aziz, je t'appelle parce que c'est toi là, avec ta photo et tout, sur le journal. Je dis oui. Il me dit, mais ça fait 45 ans que je te connais, je ne t'ai jamais entendu parler de cette vie que tu es un orphelin de guerre. Je t'ai connu bagarreur, je t'ai connu fonceur, je t'ai connu sportif, je t'ai connu tout, mais j'ai jamais appris que tu étais fils d'une famille qui a été torturée, dont les parents sont morts, parce que tu n'en as jamais parlé. Nous avons tous cette pudeur. Qui nous dessert. Ouais. C'est aussi l'ambiance générale. Vous avez moi, un jour, j'avais écrit une chronique parce que on disait, oui, mais les enfants de Chouhada, ils ont tout pris. Ils n'ont rien pris.
Oui, certes. Et ils ne Mais- demandent rien. Bien sûr, justement, il y a cette pudeur un peu de dire que finalement, nos parents et nos grands-parents n'ont fait que leur devoir Absolument. et que nous n'avons pas à nous réclamer Absolument, d'une filiation. On n'a aucun héritage. Voilà, on hérite. Eux-mêmes n'ont droit à aucun privilège Absolument. particulier et nous-mêmes, on ne va pas hériter ce non-droit finalement. Et, Voilà. et moi, je ne connais pas beaucoup de comprends gens, tout à je fait. connais personne qui a fait ça. Personne. Mais justement, la démarche, ce n'est pas de réclamer quoi que ce soit, mais non, non, simplement non, non. de fournir les précieux Ah, témoignages. Oui, il ne faut pas oublier. Voilà. Il ne faut pas oublier. Il faut pas oublier parce que Surtout que, puisque vous mentionnez les deux, d'ailleurs vous avez lu Oui. dans mes pensées, j'allais Oui. embrayer sur Oui. ça, surtout que lorsqu'on ne fait pas ce travail-là, d'autres le font, Absolument. mais avec d'autres Absolument. visées, avec une démarche révisionniste. Oui. On va en parler, mais avant cela, on va faire un petit intermède, puisque c'est le moment, comme d'habitude, chers compatriotes, de notre rubrique Ombre gardienne. On se retrouve après le jingle. Ce soir, mesdames et messieurs, nous allons redécouvrir ensemble, si vous le voulez bien, Le Maître de chasse, un roman assez connu de Mohammed Dib. Je vous laisse découvrir ce court passage. Son nom dit « La nuit a couvert le plateau d'une peau de bouc, mais invisible, sourde, une réverbération continue a éberlué les ténèbres. La pierre est brûlante où je trouve à m'asseoir. Nous évitons de parler. Chacun répugne de violer ce silence. De vagues tas d'ombre mottées ça et là, c'est tout ce que je devine de ceux qui sont arrivés déjà. Des fellah. D'autres sont en train de venir. Toute la journée, ils nous ont tenus à l'écart. De tangible, il n'y a que les vols de pensée qui circulent entre nous ou le lointain. Le délirant allaitement des terres. On pourrait en dire autant de la roue verte de gris qui tourne à l'ouest, roule au-dessus des montagnes. Une voix s'éclaircit. Elle se risque à dire sans qu'on puisse la taxer formellement d'ironie. Vous êtes-vous venu fort de votre foi comme Ben Aouda quand il est allé rendre ses devoirs à Sidi Abdelrahman monté sur un lion? C'est l'un des Fallah et de nouveau le silence, un silence où rien ne passe. Seulement vous connaissez la réponse du saint, ce me semble-t-il. Quand Ben Aouda l'a demandé où c'est qu'il pourrait bien loger son lion pour la nuit? À l'étable avec la vache. C'est pas ce qu'il a dit, avec la vache? Et le lendemain matin, lorsque ça a été le moment de repartir, Ben Aouda a été chercher son félin qui lui servait de monture. Et vous le savez aussi ce qu'il a vu. Le lion y était plus dans l'étable. La vache l'avait mangé. Ça te ressemble, homme de Ouled Salem? Nous n'avons amené aucun lion avec nous, dit Hakim Medjar comme s'il souriait. Il dit encore, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Mais une autre voix d'ici s'interpose entre les deux. Le vrai de vrai, sait-il qu'il est un saint? Donc je rappelle qu'il s'agit du Maître de chasse, très beau roman de Mohammed Dib, hélas pas encore publié en Algérie, mais disponible dans les librairies. Je reviens vers vous, Monsieur Mouet, un petit peu pour la conclusion. On vient de mentionner Jean-Pierre Lédo qui avait fait un documentaire. Vous avez participé d'ailleurs, ou Oui. vous étiez d'ailleurs un témoin privilégié. Mais lorsque vous voyez le résultat, c'est-à-dire entre ce que vous avez livré comme témoignage et ce qui a été fait au montage, vous êtes atterré, je pense que c'est le terme, et s'ensuit une très vive controverse, une très vive polémique entre vous et Liedo. Monsieur Snoussi aussi est intervenu dans ce débat. Je vous laisse nous en dire plus. Mohamed Mchiko a intervenu, Ma'amar Medina a intervenu, beaucoup d'intellectuels et de penseurs algériens ont intervenu dans le débat, parfois de manière sommaire et parfois de manière très appuyée. Il y a des thèses là-dessus. Franchement, les textes de Brahim Snoussi, de Ben Ammar Mediane, sont des textes à verser au patrimoine de l'Algérie, mémoriel de l'Algérie. Parce que eux, ils ont su, avec les mots, remettre un peu les choses à l'endroit. D'ailleurs, j'ai eu une controverse avec Ben Ammar Mediane, parce qu'un témoin parlait des 4000 dont je vous ai parlé, des insurgés, et lui, il s'attaque à Lédo en lui disant « Mais pourquoi tu le corriges pas ?» Pour lui, c'était énorme. Et c'est vrai que c'est énorme. 4000, 9 mois après le déclenchement de la Révolution, c'était pas évident, mais ils étaient plus que 4000.
Donc c'était aussi cette... Mais la polémique avec Jean-Pierre Ledo, moi je le sentais venir, bien évidemment. Mais comme il avait très bonne presse, il faut le reconnaître, il avait très bonne presse en Algérie. Oui. D'abord, lui est natif d'Algérie, il est originaire, il est marié ici, il a des enfants qui sont d'ailleurs d'une très bonne éducation. Et il a beaucoup bénéficié des subsides de l'Algérie, parce que l'Algérie l'a envoyé en URSS, on l'a formé, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas qu'il dise ce qu'il a envie de dire. Hein. L'Algérie l'a fait en bonne conscience, comme elle l'aurait fait pour n'importe qui de ses enfants. Il était très fier d'exhiber sa carte d'identité algérienne, très fier. Et puis voilà, on découvre l'autre personnage, le personnage perverse, qui, lorsqu'on va à El Alia, et moi, c'était pas prévu que j'aille à El Alia, mais comme il y a des témoins, il y a eu des morts à El Alia, c'est des Français, c'est des pieds noirs. Je souffre autant pour les morts pieds noirs que pour les autres morts. À la guerre comme à la guerre, des soldats se font tuer ou des moudjahidines se font tuer, Allah yarham shuhada. Mais des civils qui se font tuer, c'est pas banal. Certes. C'est pas banal, c'est ça l'Algérie aussi. C'est ça l'Algérie. Il y avait une colonisation, il y avait une force. Il y avait une présence, il y avait une puissance. Oui, c'était une colonisation de peuplement exactement, avec des colons qui étaient partie prenante. Et le choix qui a été fait, c'est de dire on ne peut plus continuer comme ça parce qu'on a été réduit à moins que rien. Et pendant tout le tournage, je lui répétais sans cesse, Jean-Pierre, qu'est-ce que la France a laissé au peuple algérien? Qu'est-ce qu'elle nous a laissé? Rien. Même pas un député croupion, puisque le 20 août 55, les derniers élus, ils ont démissionné, ils ont jeté leur mandat. Il faut le faire, il faut le souligner. Donc on n'avait plus aucun autre choix. Et d'ailleurs, le commandant du Nord constantinois, après les massacres du 8 mai 45, il avait dit tout de go à ses supérieurs, je vous ai donné la paix pour 10 ans. Oui. Et 10 ans après, c'était l'insurrection du 20 août 1955. Donc, quand on sort d'El Alia, c'est une très lourde épreuve pour moi d'aller discuter avec quelqu'un qui vous dit « Moi, j'ai égorgé un enfant. » L'enfant, il a 4 ans, il a 3 ans, c'est un bébé. On n'égorge pas un enfant, on n'égorge pas un bébé. Ce n'était pas les instructions, ce n'était pas les ordres. Et la France n'a jamais trouvé d'instruction de Zéro Youssef demandant d'égorger des enfants ou des femmes. Jamais. Ils ont beau chercher. D'ailleurs, ils ont sa sacoche quand ils l'ont tué. Ils ont récupéré sa sacoche. S'il y avait un document, vous croyez qu'ils ne l'auraient pas affiché? Ils ont cherché, ils ont fouillé dans tous les sens. Mais d'ailleurs, vous mentionnez aussi, ce n'est pas vous-même qui faites l'enquête d'ailleurs, c'est une autre historienne. Non, bien sûr. C'est Claire Moscopo voilà, qui a fait un travail colossal. Voilà, et vous reprenez ses propos Oui. où elle va vérifier Absolument. Le témoignage d'un supposé participant à l'insurrection. Oui. Et qui aurait soi-disant tué une femme, mais qui ne figure pas finalement parmi les victimes. Elle est allée vérifier sur le registre d'état civil de Skikda, elle n'a pas trouvé les noms des personnes qu'il est censé avoir égorgées. Voilà. On ne peut pas faire... Et concernant l'affaire les images qui ont été tournées juste après le 21 et le 22 août, ces fameux nomades sur lesquels on tire à bout portant, c'est des images qui ont fait le tour du monde. Oui. Maintenant, on sait, et grâce à Claire Moscopo, définitivement, que ce qui s'est passé, c'était déjà une histoire ancienne, c'était une histoire de foncier. La famille Mello, qui a été massacrée par des Algériens, c'est parce que le père Mello avait soudoyé l'administration, il a empêché l'acquisition d'une terre à cette famille d'Algériens. Donc c'était déjà un vieux contentieux. Un vieux contentieux qu'ils avaient traîné, et je crois même qu'il y a eu mordant parce qu'on a tué quelqu'un ou on a emprisonné quelqu'un dans la famille. Donc il y avait cet esprit de revanche. Et j'en reviens à Jean-Pierre Ledo, quand on sort d'El Alia, et vous avez en face de vous le Beni Mellek, et dans son documentaire, il vous dit, il y a eu 37 Français qui ont été tués ici. Et de l'autre côté, il y avait aussi des Algériens. Je lui dis ça au moins pour équilibrer, parce que là, on est dans le spectacle, au moins pour équilibrer, pour être juste. Il lui fallut dire que de l'autre côté aussi, il y a eu tant de morts. Rouchio, qui est un excellent universitaire, lui, il avait fait un travail méticuleux, pratiquement de comptabilité macabre. Il a dit qu'à chaque fois, depuis l'arrivée des Français en 1830, quand il y avait un Français qui était tué, il y avait 5 Algériens. Dans le cas, il y a eu 10 fois plus. Il y a eu 4 Français qui ont été tués, il y a eu 40 Algériens, je les ai répertoriés, qui ont été tués en 3 jours. Oui, et dans tous les massacres comme ça, chaque fois qu'il y a un fait
qui est signalé, quelqu'un sur lequel on tire ou qu'on vole, c'est tout l'attribut, c'est tout le devoir, c'est la fameuse responsabilité collective qui a été créée pour l'Algérie, qui n'a été appliquée qu'à l'Algérie et qui a tué combien d'innocents? Des milliers d'innocents sont morts par justement cette saloperie de responsabilité collective. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est ce que je reproche, mais le reproche le plus important que je fais à Jean-Pierre Ledoux. Parce que les chiffres, on peut en parler, c'est toujours macabre. Mais ce qui n'est pas bon, c'est la malhonnêteté. Certes. Quand on vient me dire, le FLN a fait du nettoyage ethnique. C'est sa thèse, oui. C'est la thèse qu'il a défendue. Certes. Et beaucoup de ses amis... Entre autres thèses oui. révisionnistes, oui. C'est incroyable. Et je lui montre des exemples. Un des témoins qui ne fait pas participer, Daiboun Mahmoud, il a tout fait pour qu'il ne vienne pas témoigner. Oui. Parce que c'est un vrai et un grand monsieur. Tout le monde le reconnaît. Je lui consacre pratiquement un chapitre. Quand j'arrive à Skikda pour le tournage, il me dit « Je suis désolé de t'apprendre une mauvaise nouvelle. Daiboun Mahmoud ne vient pas. » Je lui dis « Je t'avais prévenu qu'il ne fallait pas lui parler. Il ne fallait pas que tu ailles... C'est moi qui vais lui parler. Parce que moi, il va me parler. » Oui. Vous avez sa confiance, oui. Et il y avait ce lien. Pendant 7 ans, on l'a nourri. Pendant 7 ans, j'ai caressé son fusil garant qu'il mettait sur mes jambes. Donc, je le connais très bien. Il y a ce lien affectif entre nous. Il parle à très peu de personnes. Mais quand je suis allé voir ses enfants, je leur ai dit, voilà, parce qu'il était en déplacement. Le lendemain, il m'attendait. Il a raté sa sieste et il m'attendait. J'emmène mon fils avec moi. J'emmène une petite caméra. On va dans son bureau. Je demande à ses enfants d'assister. Ses enfants sont debout. Ils me racontent l'histoire. La caméra, je ne l'ai pas montrée. Parce que je connais les retors. Quand on a fini au bout de 3 heures, je me tourne vers ses enfants, je leur dis « Cette histoire, vous la connaissiez ?» Et tous les deux, ils me disent « Non ». Je me tourne vers lui, je dis « C'est Mahmoud, est-ce que vous ne voulez pas laisser ce témoignage à vos enfants? Nous, on s'en fiche, c'est pas grave, mais vous qui avez connu de si près 02, qui était un des organisateurs de l'insurrection, de quel droit vous voulez garder cette histoire que pour vous? C'est pour ça que je vous dis de la pudeur. Il n'en a parlé à personne. Et il me sort cette histoire. C'est tout un chapitre avec son ami, un Français, chez qui il travaillait, qui l'a sauvé d'une catastrophe avec son père, qui lui a gardé, mais alors une amitié inimaginable jusqu'au dernier jour. C'est lui qui lui remet les clés de la ville. Et qui l'invite à prendre un pot, et l'autre il refuse, il dit « Mais qu'est-ce que vont dire les gens ?» Il me dit « Mahmoud, je pars, c'est fini. Là, il faut absolument que je te vois. » Et il lui raconte l'histoire. Pendant 3 fois pendant la guerre, il a levé l'embuscade, parce qu'il savait que de l'autre côté, c'était son ami Daiboun. Il ne voulait pas le tuer. Ça, c'est une histoire, une vraie histoire d'amitié. Oui. Comme celle de Roger avec Boussafsaf. Ça, c'est des vraies histoires d'amitié dans le combat, dans le feu de l'action. Et pourquoi ça n'intéresse pas? Quand j'ai remis la cassette à Jean-Pierre Ledoux... Oui, parce que ça ne peut pas servir à... ça ne servait pas sa thèse. Voilà. Ni à la fameuse thèse ou la fumeuse thèse d'une Algérie fraternelle où tout allait très bien et que le 1er novembre est venu gâcher. Absolument. Peut-être pour conclure, puisque nous sommes arrivés au terme de l'émission, il y a ce petit léger raccrochage que vous avez avec Roger Ballestieri au sujet du devenir de l'école d'agronomie, de la ferme, etc. Bon, et vous mentionnez ce sorte de leitmotiv que vous retrouvez non seulement chez les Pieds Noirs, mais hélas pas seulement, qu'on retrouve de plus en plus chez certains autochtones. Et qui est cette fameuse ritournelle de qu'avez-vous fait de votre indépendance, qu'avez-vous fait de ce pays, comme s'il s'agissait de justifier un petit peu l'usufruit de quelque chose qui finalement ne nous appartient pas vraiment. Oui, mais c'est terrible. J'en parle souvent avec mes collègues de l'agronomie, des économistes, et des gens qui ont accès à tous les médias pratiquement. Qui essaie de dire, il y a 50 ans, il y a 60 ans, l'Algérie exportait 600 000 tonnes de fruits et légumes. J'ai dit que ça se faisait au détriment des Algériens qui crevaient de faim. Oui. C'est pas une Ceux qui ont labouré les terres, bien qui sûr, ont produit ça, bien sûr, quelle était leur part de cette magnifique... Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. C'est cela. On ne peut pas glorifier ce genre d'attitude parce que la colonisation a été terrible. Il ne faut pas sortir comme ça du contexte. On ne peut pas accepter, et moi je ne l'accepterai jamais, qu'on vienne faire l'éloge du colonialisme sous prétexte qu'il a construit 3 écoles. Ça n'est pas acceptable.
Et ce n'est pas raisonnable, c'est pas juste. Le colonialisme a d'abord cherché à détruire toute une civilisation. Il a cherché à casser notre mémoire. Il a cherché franchement, à nous détruire complètement, détruire toute la civilisation, détruire la population. Moi, je n'aime pas les chiffres, mais il y a quand même beaucoup eu de morts, ne serait-ce que par les misères, par les séquestres, Oui. par la famine. Et c'est dûment documenté. D'ailleurs, si on devait Absolument. parler de nettoyage ethnique, Absolument. nous en serions les premières victimes. Absolument. Toute l'ironie, peut-être qu'on va conclure là-dessus, c'est que Liedo s'est fait connaître aussi par un documentaire qu'il avait fait avec Aleg. Je ne pense pas qu'Aleg aurait cautionné ce que Liedo appelle le nettoyage ethnique. Absolument pas. Monsieur Mouet, Aziz Mouet, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Ce fut un immense plaisir de vous accueillir et de vous écouter. Je rappelle que votre magnifique ouvrage s'intitule Les Galets de Sidi Ahmed, préfacé par Mohamed Brahim Zaddour et postfacé par Olivier Lecourt, Grand Maison, édité aux éditions Al-Qubbiya. Vous mentionnez, bonne nouvelle, que vous avez aussi 2 ouvrages sous presse, Oui. à savoir Les Totems de Yo, je ne sais pas comment ça se prononce. Ioudayn, voilà. Et aussi Brahim Hasnaoui, un fellah en granit. Oui. J'espère que nous aurons bientôt le plaisir de vous relire et de vous accueillir pour nous venir nous en parler. Merci à vous et merci à vos téléspectateurs. Merci à vous, Monsieur Mouad. À très bientôt, Inch'Allah. Quant à vous, chers compatriotes, merci de nous avoir accueillis chez vous. Ce fut un honneur et un privilège d'avoir été parmi vous ce soir. Je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt.